Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation à nouveau dédiée à la découverte d'une stratégie de trading. Aujourd'hui, on va utiliser je dirais un proverbe assez simple. Les stratégies les plus simples sont souvent les plus efficaces à condition d'avoir quelques règles de bon sens. On verra tout ça dans quelques secondes. Alors comme dans toutes ces vidéos de découverte d'une stratégie, il va y avoir exactement le même rappel à la prudence et exactement la même introduction. Il s'agit ici d'un exemple parmi tant d'autres, d'un exemple personnel. Chacun pourra évidemment adapter un peu ce contenu à ses propres exigences en termes d'unité de temps, dans certaines limites, parce qu'on verra justement un peu les contraintes à ce niveau-là. En termes d'actifs, c'est une stratégie que j'utilise, que d'autres traders vont utiliser de manière différente, avec des subtilités personnelles, etc. Il ne s'agit en aucune manière d'un absolu, puisqu'il n'y a pas d'absolu en trading. On verra donc cet exemple essentiellement, comme d'habitude, sur Xstation, c'est-à-dire que je vais faire rapidement une petite introduction via ces slides sur PowerPoint de quelques minutes, 4-5 minutes maximum, et puis on passera à l'essentiel évidemment du temps de cette formation sur Xstation directement sur la plateforme de trading pour illustrer un petit peu ce qu'il en est. Bon. Alors encore une fois, énorme rappel. Il n'y a pas d'absolu en trading. Je sais que c'est toujours la même introduction, mais parce que c'est important de bien comprendre cette notion-là. Il n'y a pas d'absolu en trading, ça veut dire une chose simple, c'est-à-dire que c'est un exemple. On verra comme d'habitude quelques bons signaux, quelques mauvais signaux pour illustrer et quelques signaux pourquoi pas intermédiaires, moyens. Idéalement, j'essaie de faire ça autant que possible dans chaque vidéo de formation, dans chaque vidéo de découverte de stratégie, de trading pour dire qu'il n'y a aucune stratégie parfaite, qu'il y a toujours un ratio d'échec, qu'on ne tendra jamais vers 100% de réussite, etc., etc. Donc, voilà, on va découvrir aujourd'hui justement quelque chose, je dirais, qui visuellement paraît simple et qui pourtant peut être extrêmement riche, extrêmement complexe selon le degré d'intérêt. Alors, certains appellent ce type de stratégie du price action, donc littéralement on va avoir un graphique relativement dépourvu d'indicateurs, il y en aura quand même quelques-uns qui vont être indiqués, en l'occurrence les retracements de Fibonacci, tout à fait classique, tout à fait habituel, parce que ça c'est vraiment commun à la plupart des stratégies que je présente, une moyenne mobile 25 qui sera le seul indicateur à proprement parler, puisque de mon point de vue les retracements de Fibonacci sont pas exactement un indicateur, enfin disons que ça rentre dans la famille des indicateurs, mais d'un point de vue purement pratique, on peut le dissocier d'un indicateur de construction, d'un indicateur de tendance, d'un indicateur de retournement, etc., d'un oscillateur. Bon, c'est un peu à part, un peu un électron libre autour des familles des indicateurs techniques en ce qui concerne les retracements de Fibonacci. Bon, donc cette EMA, alors EMA toujours pareil, l'acronyme en anglais de moyenne mobile exponentielle, entre parenthèses 25 pour indiquer la période. Alors en français, on aurait pu également indiquer MME. Des zones d'accumulation du prix, donc sous-entendu, on va travailler sur des supports et des résistances. Et enfin, quelques notions de chartisme qui vont venir un peu compléter le tout. Alors, dans chacun, et pour chacun plutôt de ces 4 points, il y a déjà des vidéos de formation diffusées sur votre espace client et pour certaines, accessibles sur YouTube en public. Je dis pour certaines parce que l'idée c'est quand même de rendre ces vidéos-là totalement privé et uniquement accessible pour l'intégralité, uniquement privé, uniquement accessible pour nos clients. Certaines sont volontairement encore publiques sur YouTube. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est quand même, si un point, si je passe un peu vite, sans trop m'attarder sur l'explication de ce qu'est un support, sans m'attarder sur l'explication de ce qu'est une résistance, de ce qu'est une moyenne mobile, de ce que sont les retracements de Fibonacci, ou de ce que sont de ce que constitue telle ou telle notion de chartisme, c'est sous-entendu parce qu'il y a déjà le contenu diffusé sur les vidéos de formation. Donc j'aime bien l'expression de toile d'araignée parce que vraiment l'idée au niveau des vidéos de formation c'est de faire, comme le nom l'indique, de relier toutes les vidéos entre elles et d'y aller étape par étape via les 3 blocs de formation. Le premier étant celui de découverte, le deuxième intermédiaire. Justement dans l'intermédiaire on va surtout retrouver un peu les indicateurs. Et le troisième étant plus dit expert, enfin plus poussé au niveau des contenus et du temps de chaque vidéo, de chaque formation. Voilà. Alors, on va donc un peu passer à la moulinette, passer au mixeur, ces quatre outils, ces 4 boîtes à outils, puisque le chartisme est plus une boîte à outils qu'un outil de manière prise individuellement, je dirais. Donc effectivement, on va voir ce qui est possible de faire. Et c'est une formation qui m'intéresse beaucoup parce que elle va nous faire quitter ce que je critique dans d'autres vidéos de formation, ce que j'appelle les sapins de Noël. C'est-à-dire que beaucoup de néophytes vont surcharger leur graphique
avec plein d'indicateurs d'oscillateurs, et à tel point qu'ils ne vont même plus vraiment distinguer le prix. Et il n'y a rien de plus important par définition que le prix. Ici, on va être vraiment sur quelque chose qui visuellement sera très épuré, je dirais très épuré, avec vraiment des notions de price action et de chartisme. Donc effectivement, vraiment quelque chose d'assez visuel, d'assez léger, mais qui ne veut pas dire simple. Encore une fois, pas d'absolu en trading, pas de simplicité en trading, une notion de risque qui est intrinsèque au trading. Quand on investit sur les marchés financiers, il y a une prise de risque. Là, je renvoie évidemment sur 2 vidéos de formation, celle du money management et celle du plan de trading, pour bien comprendre ces notions de risque, qui n'est pas à proprement parler le sujet de la vidéo aujourd'hui, mais qui reste quand même lié à la seule notion de trading. Donc dès l'instant où on parle en formation de trading, il convient quand même de rappeler tous ces bémols, tous ces appels à la prudence, toutes ces notions logiques, intuitives, mais qui est toujours bon de mentionner en guise d'introduction. On arrive sur X-Station. Alors, comme à chaque vidéo de formation, je présente d'abord un petit peu visuellement à quoi va ressembler notre stratégie aujourd'hui. On va évidemment partir d'un graphique vierge, donc dépourvu de ces différents outils précisés, présentés ici, pour petit à petit construire cette représentation visuelle-là et travailler, arriver, je dirais visuellement, à ce contenu-là et expliquer point par point ce qu'il en est. Bon, donc on va arriver sur la même représentation mais dépourvue d'indicateur. Hop, celle-ci. En sachant 2-3 points, je suis sur le DAX 30, comme à l'occasion globalement des autres vidéos de découverte du trading, pour des raisons totalement personnelles en ce qui me concerne, puisque c'est simplement mon sous-jacent préféré, celui sur lequel je travaille le plus. Donc le DAX 30, c'est l'indice allemand, l'équivalent un petit peu du CAC 40 côté allemand. On est en D1, donc chaque unité de temps, chaque chandelier représente ici une séance, une journée d'évolution de mon actif, le DAX 30. On va véritablement travailler sur la même notion que d'habitude, c'est-à-dire tout d'abord rappeler la combinaison essentielle entre le choix de l'actif et l'unité de temps. Le choix de l'actif, le DAX 30, pourquoi c'est mon actif préféré? Parce que, je vous apprends rien, l'Allemagne est la locomotive économique en Europe. De la même manière, et c'est assez logique, l'indice allemand est très directionnel, est un petit peu la locomotive boursière au niveau européen. C'est l'indice le plus liquide et l'un des plus volatiles au niveau européen, c'est-à-dire qu'on a systématiquement une offre, une demande, il y a énormément de volume qui s'abat dessus, énormément d'argent qui est investi dessus tous les jours. Donc c'est un actif qui intéresse, qui réagit au quart de tour dès qu'il y a la moindre publication, qu'elle soit européenne ou pas d'ailleurs, de très forts liens avec les publications américaines. Donc voilà, le choix d'actif est ici présenté. Le choix de l'UT, de unité de temps. Comme dans toute vidéo de formation, j'ai plutôt tendance à rappeler que il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Mon point de vue, ça ne sert strictement à rien de faire de l'analyse technique, d'abattre des indicateurs et de les juger sur du M1 ou sur du M5, sur de toutes petites unités de temps, parce que qu'est-ce qu'on va chercher à faire en faisant cela? C'est multiplier la fréquence de trading, mais ce qu'on va surtout multiplier, c'est le nombre de faux signaux. Donc il vaut mieux privilégier une grande unité de temps, de sorte à avoir moins de signaux, mais des signaux de meilleure qualité. Alors encore une fois, il n'y a pas d'absolu. On va chercher en faisant cela, on va chercher à tendre vers la qualité, à évacuer une partie des faux signaux, mais il en restera toujours. Et tout le but de ces vidéos, c'est clairement de montrer pas simplement des trades qui marchent, pas simplement la stratégie sous son bon angle, mais aussi des trades échoués, des trades ratés avec la même stratégie, pour bien comprendre de manière concrète ces différents bémols. Bon, alors on a donc ce graphique vierge justifié au niveau du choix de l'unité temps et de l'actif. En introduction, je disais qu'on va passer à la moulinette, qu'on va passer au mixeur 4 outils, retracement de Fibonacci, moyenne mobile, exponentielle de période 25, zone d'accumulation du prix, sous-entendu les supports, les résistances, qui vont surtout me servir à préciser des niveaux intermédiaires entre deux retracements de Fibonacci, qui plus est sur une grande unité de temps comme l'est justement le D1, ou deux retracements de Fibonacci voisins, je dirais, par exemple le 38,2% et le 50%, sont extrêmement lointains, sont extrêmement éloignés sur une grande unité de temps, et ce qui est logique. Et enfin, le chartisme, on essaiera de détecter par exemple un signal indiqué avec un doji, avec 3 soldats blancs, 3 soldats noirs, pourquoi pas chercher un harami. Voilà, il y a tout un tas évidemment d'interprétation. On pourra également, si le temps le permet, ou si on en détecte en changeant un peu d'unité de temps, pourquoi pas chercher des vagues d'Elliott, etc., etc. Bon. Premier point, comme d'habitude, je vais montrer d'abord visuellement où se trouvent les différents outils sur X-Station. On commence d'abord avec, de mon point de vue, le plus important, c'est-à-dire le contexte, un peu sous la forme d'un entonnoir. Je pars du plus large pour aller au plus petit. Donc, les retracements de Fibonacci, je vais les retrouver sur la partie gauche de mon écran, la partie gauche de ma plateforme, sous la colonne des outils chartistes en plein milieu.
sous l'onglet FN, le premier, les retracements de Fibonacci. Tac, je vais cliquer dessus. Typiquement là je suis en D1 et je vois, pour reprendre, pour faire écho un petit peu à la vidéo de retracement de Fibonacci, que entre tac, cette séance-là, la séance, alors au moment où je fais cette vidéo de formation, nous sommes le 24 juillet 2015, c'est toujours important de le préciser, parce que cette vidéo peut être vue dans 2-3 ans, le contenu restera toujours valable, mais c'est toujours important de rappeler un peu le contexte dans lequel a été faite cette vidéo. Le 16 octobre 2014, il n'y a pas si longtemps, donc il y a à peu près une petite dizaine de mois, on avait eu une séance historique extrêmement, enfin vraiment le creux, le point bas de ces derniers instants, de ces dernières cotations. Ça va me servir de point de repère, de point initial pour ma tendance primaire qui monte jusqu'à ce point-là. Donc la tendance primaire haussière, et ce point-là, c'est le 10 avril 2015. Alors, vous le savez, la théorie des retracements de Fibonacci veut qu'on les relie au niveau des ombres. Dans la pratique, et les clients du live trading le savent bien, moi, j'ai plutôt tendance à les relier sur le corps. Parce que cette même littérature boursière qui nous dit qu'il faut le relier sur les ombres, nous dit en même temps que les ombres, ça n'est rien d'autre, pour faire écho là aussi aux vidéos de formation sur les chandeliers, ça n'est rien d'autre les ombres que des signaux, enfin des zones d'hésitation, par définition. Donc de mon point de vue, et je trouve que ça donne de meilleurs résultats, autant relier les zones de certitude, c'est-à-dire les zones clôturées. Donc les corps des chandeliers. Je suis parti de ma tendance primaire, comme prévu avec ce point bas du 16 octobre 2014, qui relie la cotation de 8577 points. Alors ça fait très bizarre de se dire qu'il y a une petite dizaine de mois, on était à 8577 points, alors qu'en ce 24 juillet 2015 à midi 16, on cote sur le DAX à 11 517. Bon, on est quand même extrêmement loin, au profit de plein d'événements macroéconomiques qui ont permis de soutenir cette hausse et essentiellement le quantitative easing européen à la fin janvier 2015. Donc pour le point haut, à savoir le retracement de Fibonacci de cette tendance primaire haussière, j'ai relié, donc comme prévu, la séance du 10 avril, le point haut du corps du 10 avril, donc globalement la clôture tout simplement, du 10 avril 2015 sur la cotation de 12 414. Alors c'est pas exactement le point haut historique, parce que au niveau des ombres, en zoomant un peu, on se rend compte qu'on est allé encore un tout petit peu plus haut, on était plutôt au niveau du point haut historique, en tout cas, encore une fois, le point, ce qu'on considère à l'instant T comme le point haut historique par rapport à la date qui est la nôtre. Ce point peut être obsolète au moment où vous regarderez la vidéo, naturellement, mais globalement le point haut reste à 12 426,28, donc un petit peu au-dessus. Voilà. Bon, déjà j'ai mon contexte. Je ne vais pas refaire tout le laïus sur les prophéties auto-réalisatrices, c'est-à-dire le fait que globalement tous les retracements de Fibonacci vont m'indiquer d'énormes supports, d'énormes résistances qui sont extrêmement solides, extrêmement fiables, parce que globalement tout le monde, enfin toute la plupart des opérateurs ont à peu près la même représentation visuelle sous les yeux, donc vont abattre à peu près les mêmes supports, les mêmes résistances, les mêmes objectifs via ces retracements de Fibonacci. Bon, le principe même de prophétie auto-réalisatrice. Deuxième élément, la moyenne mobile exponentielle de période 25. Très simple, cette fois-ci, tac, je vais dans mon petit moteur de recherche, alors soit je cherche avec la molette et je le fais défiler. Bon, c'est pas le plus pratique. Moi, je préfère taper EMA, typiquement. Donc, le petit acronyme. Alors, EMA ou le nom, de toute manière, si je tape exponential, donc juste en mettant les premières lettres, tac, EXP, je vais retrouver exactement la même chose. Alors, par défaut, j'ai ce petit cadre qui arrive avec une période de 14 sur close avec une couleur d'orange foncé. On a parlé d'une période de 25. Close, oui, ça je le laisse puisque c'est c'est globalement la représentation la plus courante pour garder un peu cette notion de prophétie autorisatrice. Par contre, bon, pour des raisons visuelles un peu plus pratiques, comme je suis sur un fond blanc, je vais plutôt opter, tac, pour une couleur sombre, pour une couleur noire au niveau de ma moyenne mobile exponentielle de période 25. Voilà. Donc j'ai mes Fibos, ma moyenne exponentielle. Et là, on va commencer à rentrer dans deux éléments qui vont être un peu plus personnels, qui vont être un peu moins communs, qui vont être peut-être un peu moins autoprofitiques. À savoir les zones d'accumulation du prix, support, résistance. Ils peuvent être de deux natures, et on le sait par rapport aux vidéos de formation. Ils peuvent être d'une nature technique, donc je vais relier des points de contact, idéalement plutôt sur les corps et non pas sur les ombres, encore une fois, pour le même laïus que pour le retracement de Fibo. Premier point. Et deuxième point, ils peuvent être de nature psychologique, avec des valeurs très rondes. Par exemple, 11 500. Qui est très proche, qui est une valeur psychologique, qui est une valeur ronde assez forte. Plus la valeur est ronde, tant au niveau des centaines, on comprend bien que par exemple une valeur de 12 000 et au niveau des milliers, plus la valeur est ronde au niveau des centaines et des milliers, plus la force psychologique est forte. 12 000 points, par exemple, ou 10 000 points, ça va avoir une valeur psychologique, surtout le 10 000 points, beaucoup plus forte que 11 600, qui reste entre guillemets un peu moins psychologique. On comprend pourquoi. L'arrondi se fait à la centaine dans le deuxième cas, alors qu'il se fait à la fois la centaine, mais surtout à l'échelon des milliers, dans le premier cas, avec les 12 000 et les 10 000. Bon,
Alors, pourquoi des supports à des résistances? Déjà, je suis sur une grande unité de temps. Et pour reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure, on a une très forte, un très fort écart, et c'est bien normal, entre deux retracements de Fibo. Typiquement, tout à l'heure, je parlais des 38,2 et des 50%. Mon 38,2 ici, il est distingué à la cotation de 10 950. Alors, on arrondit, hein, il y a marqué 51,3 à l'échelle du D1, 1,3 points, c'est absolument dérisoire, ça n'a aucun impact. Donc je vais plutôt arrondir. 10 950 pour mon 38,2. 50%, il est indiqué à 10 498, donc naturellement je vais arrondir ça à 10 500. Eh bien, déjà, là j'ai 450 points entre 10 500 et 10 950. 450 points de variation, c'est absolument énorme. Donc naturellement, il va convenir d'abattre des niveaux intermédiaires. Alors comment on va les abattre? De deux choses l'une, on va déjà, pourquoi pas, indiquer des valeurs de support de résistance très psychologiques. Les milliers, donc là vous remarquerez que pour le moment je les trace un peu n'importe où. J'ai pas beaucoup de degrés de finesse, de degrés d'appréciation manuellement. Je vais double-cliquer sur n'importe quelle ligne horizontale. Et là, je vais indiquer les vraies valeurs qui m'intéressent. Alors, qu'est-ce qu'on a comme gros bloc psychologique dans ce contexte-là? Déjà, en partant du 100% de retracement de Fibonacci, je me rends compte que je suis parti d'un point bas de 8577. Donc, je vais indiquer, tac, le 9000. Ça, c'est fait. Et puis, on va faire exactement pareil avec tous les niveaux suivants, avec les énormes valeurs psychologiques qui sont évidentes, avec les blocos de 1000 points de variation. Bon. Là, pour le support, l'énorme support psychologique à 10 000 points, on remarquera d'ailleurs qu'il est très très proche, à raison de 40 points d'écart, avec les 61,8. Je vais indiquer également mon 11 000 points. Tac. Hop. Là aussi, même l'AUS, on remarquera qu'il est très proche des 38 points de retracement de Fibonacci qui eux sont distingués, on l'a vu tout à l'heure, à 10 950. Et enfin, mon dernier niveau hautement psychologique à 12 000 points. Voilà. 9 000, 10 000, 11 000, 12 000. Très bien. Alors, très important, tout cela dépend évidemment de l'unité de temps. Et là, je rentre dans un commentaire, de mon point de vue, extrêmement important pour le scalper. Le scalper qui va être sur une petite unité de temps, même s'il garde ce contexte-là qui a été tracé sur une grande unité de temps, à l'image d'un entonnoir, eh bien le scalper, lui, il va raisonner par bloc de 25 points. Le DAX fonctionne énormément par bloc de 25 points. Chose que, évidemment, on ne va pas distinguer ici sur cette grande unité de temps. On ne va pas s'amuser à mettre tous les retracements de 25 points, on n'en finirait pas et et le graphique serait complètement recouvert de lignes horizontales. Mais si je venais à zoomer par exemple en M5, en M15 ou en M30, là je pourrais commencer à venir distinguer des blocs de 25 points. Je ne dis pas que par exemple le DAX systématiquement va de 11 500 à 11 525 puis à 11 550. Ce serait beaucoup trop beau et beaucoup trop simple. Mais globalement, il réagit quand même très bien sur des blocs de 25 points. 25 points qui, si on dézoome un petit peu, cette fois-ci si on se met par exemple en H1, on va dans ce cas-là se retrouver un peu entre deux versions, deux unités temps, par exemple le M5 et le D1. Donc là, on va plus forcément raisonner en 25 points, mais peut-être en 50, qui reste un multiple de 25 par définition. Si je dézoome encore, peut-être en H4, je vais peut-être raisonner en bloc de 100 points. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans tous les cas, idéalement, il faut considérer ce multiple de 25. Bon, qui est un multiple assez simple à manier intellectuellement parlant. Voilà. Donc, déjà, on a commencé à distinguer nos énormes niveaux psychologiques à raison de tranches de 1000 points. Premier commentaire, j'ai globalement considéré mes différents niveaux. On va peut-être également, sur cette grande unité de temps-là, distinguer les niveaux de 500 points. Ce qui n'est pas choquant à l'échelle du D1. Là, bon, c'est une petite préférence personnelle. Moi, j'aime bien changer de couleur dans ce cas-là pour considérer, par exemple, en rouge, les gros blocs de 1000 points, en bleu mes retracements de Fibo, et par exemple, pourquoi pas en vert, les blocs de 500 points. Alors, je ne vais pas tracer tous les blocs de 500 points entre mon 0% de Fibo et mon 100%. Je vais simplement considérer ceux qui sont communs, qui sont voisins de mes cotations actuelles. Alors, on va commencer avec celui de 11 500, qui va quasiment se fondre avec le retracement de 23.6. Donc là, je dirais qu'on n'est pas foncièrement obligé de le placer celui-là, parce qu'il y a déjà le retracement de Fibonacci qui est 12 points au-dessus. 12 points à l'échelle du D1, c'est pas énorme. Bon, malgré tout, voilà, je viens de le placer, on le retrouve ici. Deuxième point, on va pas en tracer 50, mais on va en tracer globalement 2-3 en dessous et 2-3 au-dessus. Je le mets n'importe où. Je sais que je vais avoir, donc j'ai eu mon 11 500. Je ne vais pas superposer le rouge et le vert qui serait commun à
celui des 11 000 naturellement. Donc je vais me retrouver sur 10 500. Tac. Et alors là aussi, on va exactement le faire correspondre avec le 50% de Fibonacci. Attention, là il s'agit d'un petit hasard et on verra pas tant que ça, parce qu'il y aura encore cette notion de prophétie autorisatrice. Donc il y a une part de hasard sur le fait que le 50% de Fibo soit confondu avec une valeur aussi ronde, et en même temps, on peut très bien contester cette part de hasard en justifiant la prophétie autoréalisatrice. Là, pour le coup, je serais tenté de le mettre, mais je vais m'abstenir, parce que quand même 2 points d'écart entre le 50% de Fibo et le 10 500, c'est quand même assez ridicule de juxtaposer les deux. J'ai déjà 50 points d'écart, par exemple, entre le 38.2 et le 11 000. J'en ai une petite douzaine entre le 512 et le 500. Donc je vais me mettre, par exemple, encore un petit peu en dessous, sauf qu'il est déjà lui aussi tracé, le 10 000 points. Donc là déjà, je sais que j'ai à la fois sous les yeux mes Fibo, mes tranches de 1000 et globalement les tranches de 500 les plus cohérentes qui sont communes dans certains cas avec les Fibo, dans d'autres cas, évidemment en tant que multiple de 500, on va retrouver les 11 000, les 10 000, les 9 000, etc. Je vais m'intéresser par contre à ce qui se présente un petit peu au-dessus de moi. Je suis sur 11 500. Qu'est-ce que j'ai au-dessus? 12 000, ça on le connaît déjà. 12 500, non. Je ne vais pas le tracer pour une raison bête et méchante, c'est que les 12 500, nous ne les avons jamais atteints. Voilà. Donc, déjà, on en déduit que finalement, on aura eu un seul bloc, une seule tranche de 500 points. C'est important de le préciser. Voilà, donc là j'ai globalement tous mes niveaux psychologiques sur une très grande unité de temps. Si je venais à zoomer, comme je disais tout à l'heure, on va passer du D1 par exemple au H1 pour zoomer énormément sur les cotations qui sont les nôtres. Ben là je vais par exemple considérer des blocs de 100 points. Je ne vais pas les tracer ici pour une raison simple parce que dans quelques secondes je vais revenir sur le D1. Et donc sur le D1 on va avoir l'impression qu'il y a plein de lignes horizontales qui sont extrêmement proches et à juste titre parce qu'on aura dézoomé. Mais là par exemple en H1 j'aurais tendance très sincèrement à distinguer les 50 et les 100 points, pas forcément les 25. En dessous, M30, M15, M5, le M1, bon c'est personnel mais j'en ai horreur, j'aurais tendance à considérer les 25 points, simplement parce que j'ai zoomé, donc j'ai besoin de changer de type d'objectif, puisque mon horizon d'investissement a changé. Voilà, je reviens en D1, le laïus, globalement sur la zone d'accumulation de prix psychologique, est terminé. On va passer au laïus sur le contenu technique. Les supports, la résistance technique. Je vais changer là aussi un petit peu la couleur. Je vais par exemple mettre, je sais pas moi, du rose clair par exemple pour que ça ressorte bien sur le blanc. Bon, alors je vais pas non plus tous ces tracés, je vais simplement considérer là aussi ceux qui me paraissent être les plus pertinents à très très court terme. J'ai un bloc, on va l'affiner un petit peu, un gros support technique qui se présente à moi sur globalement les 11 340. Alors pourquoi? Parce qu'au niveau du corps, j'ai un point bas commun avec le 5 mai, je suis toujours en D1, le 6 mai, pratiquement le 7, je le retrouve le 14, le 13 et le 14 mai, je le retrouve cette fois-ci sur l'ombre, ça compte quand même un petit peu, si ça peut nous permettre de justifier le laïus tant que c'est l'essentiel, tant que l'essentiel des contacts a lieu quand même avec les corps. Le 1er juin, corps le 2 juin, corps le 3 juin, ombre les 11 et le 11, non mais plutôt le 12 pour être tout à fait correct. Ombre 24, 25, 26, corps le 13 et voilà. Globalement. Donc j'ai déjà ce niveau-là en rose clair qui parle beaucoup plus d'un point de vue technique. À quoi on reconnaît que c'est technique? Déjà parce qu'on l'a tracé manuellement, 100 degrés, je dirais, de finition, puisqu'au niveau de l'insertion de la valeur, puisqu'effectivement, je l'ai tracé manuellement par rapport au point de contact. C'est tout l'intérêt. Voilà. Je vais simplement distinguer, allez, ce niveau-là, on pourra en distinguer d'autres un peu en support, mais pour le moment, je vais surtout m'intéresser à un seul support, à une seule résistance. Qu'est-ce que j'ai en résistance technique au-dessus de ma tête? Quelque chose d'assez sympa. J'en ai même deux en vérité. J'en ai même deux. Allez, on va plutôt considérer la plus lointaine puisqu'on est en D1. C'est quelque chose d'assez sympa à 11 646. N'oubliez pas, on arrondit. Le premier, je considère qu'il a 340. Le deuxième, à 650. 11 650. Bon. Alors pourquoi? Même combat, en quelque sorte. D'ailleurs, je remarque que pour le 340, je n'ai même pas parlé des tests et des points de contact qui ont lieu en mars. Et on en retrouve un petit peu. Bon, en ce qui concerne justement le 650. Alors là, par contre, attention, parce que j'ai le sentiment qu'on va retrouver autant de points de contact au niveau des ombres que des corps. Idéalement, il vaut mieux quand même les corps. Point de contact, 26 mars. Alors ce que j'appelle un point de contact, même si on ne le touche pas parfaitement, ou même si on le dépasse un peu, mais en tout cas on a tendu vers ce niveau-là de manière très forte. Point de contact ombre et un petit peu corps, parce que l'ombre n'est pas énorme, du 17 avril. Je retrouve des points de contact le 4-5 mai. Bon, après vous aurez compris la logique évidemment. Sur les corps, là on va retrouver du 11-12 mai, 18 mai. Contact avec les corps, 19, 26, 27 mai. Ombre le 28 mai. Ombre, pile poil d'ailleurs, c'est intéressant ça. Le 23 juin, qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai du corps et un peu d'ombre mélangé, un peu kiff-kiff. Le 16, 17 juillet, grosse tentative de rupture
réussi d'ailleurs le 21 juillet. Voilà. Bon, encore une fois, on va zoomer un petit peu en D1. On a notre contexte technique et psychologique autour de nous. Alors, quelle est la règle du jeu? Eh ben, un petit peu comme dans les précédentes vidéos de stratégie où on avait le contexte planté avec nos retracements de Fibonacci. On va chercher dans un premier temps à faire correspondre une rupture majeure d'un support ou d'une résistance. Et pour cela, on va faire un petit laïus rapidement. Là, tout mon contexte est planté en D1. Rien ne m'empêche d'aller trader en H1 là-dessus. Parce que mon contexte est défini, quitte à la finir en H1 comme je disais. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais attendre globalement sur ces énormes niveaux tracés sur une unité de temps solide, fiable de mon point de vue, qui ne permettra pas d'éliminer, encore une fois, 100% des faux signaux, mais qui me permettra quand même d'en éviter énormément par rapport au M1 ou M5. Ben, je vais attendre la rupture d'un support, d'une résistance, idéalement de grosses valeurs psychologiques, idéalement, pourquoi pas, de grosses valeurs techniques ou d'un gros retracement de Fibonacci. Alors, on va prendre tout de suite, idéalement comme d'habitude, un mauvais exemple, un échec, un bon exemple, et un exemple intermédiaire. Comme ça, on aura couvert à peu près tout ce qui est possible. Voilà, histoire de bien comprendre que on est sur quelque chose d'assez intéressant. Alors, je vais commencer, je ne sais plus si je l'ai dit dans cet ordre-là, mais je vais commencer par le bon exemple, par l'exemple de réussite. Je vais me mettre dans le contexte, toujours encore une fois, là je suis en H1, du 10 juillet à 17h. Mon chandelier de cette heure-là teste ce qui à l'époque était une résistance et aujourd'hui un support, à savoir le gros niveau rose clair à 11 340. Alors qu'est-ce qu'on attend pour qu'un support, une résistance soit cassé? On attend idéalement que l'essentiel, pour reprendre la théorie boursière, la littérature boursière, on attend que l'essentiel du corps, l'essentiel du chandelier, bon moi je préfère dire corps parce que c'est plus intéressant pour moi, l'essentiel du chandelier en théorie et l'essentiel du corps de mon point de vue soit au-dessus de la résistance, en dessous du support. Et idéalement que le chandelier suivant soit intégralement au-dessus de la résistance, idéalement, ou en dessous du support. Ombre comprise idéalement. Voilà, vous l'aurez compris, le but du jeu c'est de s'éloigner le plus possible de la zone d'accumulation du prix pour valider la chose. Bon, j'ai ma moyenne mobile exponentielle de période 25 qui me confirme qu'en plus je suis en très forte orientation haussière et ce, depuis le croisement en H1 du 9 juillet à 9h du matin, peu de temps après le gap d'ouverture de 8h, tout simplement. Et alors, l'absence de cotation, je le rappelle, si quelqu'un se demande ce que c'est, évidemment, c'est les gaps d'ouverture. Alors c'est vrai qu'en ce moment, toujours pareil, dans le contexte du 24 juillet, on a eu énormément de gaps d'ouverture. C'est d'ailleurs presque assez historique de voir autant de gaps d'ouverture, parce qu'on a une actualité qui tombe un petit peu hors cotation, c'est-à-dire la nuit, par exemple, ou très tôt le matin. Bon, bref. Ok, donc, j'ai ce test-là le 10 juillet à 17h. Mais objectivement, il est un peu prématuré de se dire que je vais rentrer à la hausse, même si ma moyenne mobile est de très forte orientation haussière. On va s'intéresser un peu au chartisme, et je vais zoomer pour cela dessus. Alors je vais enlever par contre le shift, donc le shift je rappelle que c'est ce qui me fait revenir forcément sur la partie visuelle droite de mon écran. Voilà, hop, pour vraiment me balader et zoomer où je veux sur le graphique, même sur des notions, enfin sur des périodes très lointaines. Bon, j'ai extrêmement zoomé, je suis encore une fois sur ce même blocos, 17h le 10 juillet. Comme dit le chartisme. Le chartisme, là, typiquement, juste pour apprécier la qualité de ce chandelier-là. Je n'ai pas un marubousu, parce que j'ai une petite ombre supérieure. Mais enfin, j'ai quand même un gros signal, un puissant signal de renforcement haussier, qui, au niveau de ces deux bandes extrêmes, me fait passer de 11 284 à 11 375. On a 90 points globalement. Allez, bon, on va arrondir ça à 285, hop, et à 375, à un point près. Bon, on a 90 points. Quand même 90 points en 1 heure sur le DAX, c'est une belle variation. Bon, mais c'est prématuré d'estimer que là, c'est cassé, même si je suis, vous me direz, certes, 30 points au-dessus de la résistance. Alors, malgré tout, j'aurais certainement attendu, de toute manière, d'un point de vue chartiste, il faut attendre que le chandelier soit clôturé pour valider le signal. Là, je serais rentré sur le signal, sur le chandelier suivant. J'ai un doji. Pas un doji parfait parce que j'ai quand même un tout petit corps, mais enfin bon, il n'est pas excessif de dire que c'est un doji. Doji en plus un peu bâtard, puisqu'effectivement j'ai une ombre supérieure qui semble d'égale amplitude à l'ombre inférieure. Donc déjà, j'ai un signal assez intéressant d'hésitation, mais qui ne me dit pas au profit de quoi. Qui me dit simplement attention, hésitation à aller plus haut, sous-entendu. Mais ça aurait été mieux pour renforcer le signal d'avoir surtout une ombre inférieure. De sorte à dire, non seulement j'hésite, que le marché me dise non seulement j'hésite à aller plus haut, mais en plus je te montre que j'ai hésité à la baisse.
et fortement. Et en plus, en revenant en dessous du support, qui à ce moment-là était donc un support 11 340. Bon, ce doji se clôture, tac, chandelier un petit peu inutile, faible variation en suivant, et hop, un Marubozu parfait. Super. Là, il est 20 h, je suis le 10 juillet. Marubozu parfait, aucune ombre, magnifique. Là, je m'éloigne fortement, je suis à 50 points au-dessus, je me rapproche d'une petite résistance psychologique qui n'est pas indiquée ici, mais qu'on aurait pu classer en M15, M30, c'est-à-dire les 11 400, parce que je clôture à 395. Là, je peux considérer effectivement que j'ai un signal haussier. Et donc, je serais très certainement rentré sur le chandelier suivant, sauf que le chandelier suivant, au moment où je serais rentré, je ne pouvais pas savoir que c'était un doji. Donc là, à nouveau, petit signal d'hésitation. Mais en tout cas, excellent signal au niveau du Marubozu. Donc, typiquement, en toute transparence, on serait donc rentré sur le chandelier suivant, par exemple, sur la valeur de 393, 395, on va dire ça. Bon, avec quand même une petite hésitation, parce que juste au-dessus de moi, j'ai le risque d'un pullback baissier si je ne casse pas les 400, les 11 400. Bon, je rentre là. Maintenant, comment je sors? Ben, comment je sors? En théorie, vu que j'ai une multitude d'objectifs au-dessus de ma tête, qu'ils soient psychologiques, techniques ou liés au retracement de Fibonacci, donc plutôt autoprophétiques, ben, je vais viser celui qui m'arrange le plus selon la force. Alors là, on a un peu de chance, puisqu'effectivement, deux se correspondent très bien, 500 et 520. Traditionnellement, moi, ce que je fais, je ne vise jamais l'objectif lui-même. Je vise un petit peu moins dans le cas d'une résistance et un petit peu plus dans le cas d'un support. Pourquoi? Parce que j'ai toujours le risque de pullback, c'est-à-dire que le marché risque d'aller vers 11 500, mais il n'est pas exclu qu'il s'arrête à 498, il ne veuille pas être totalement aimanté par les 500, il s'arrête et hop, il baisse. Quand même rageant, et ça arrive assez souvent. Donc il ne faut pas viser l'objectif même, il faut viser un peu moins, une petite marge de sécurité. En l'occurrence, on est sur du H1, donc il faut viser une bonne marge, ça peut être du 10-15 points. Donc je n'aurais pas forcément visé 11 500, mais plutôt 11 495, en étant donc rentré, je le rappelle, à hauteur de globalement 11 400. 85 points de variation qui auraient été touchés dès le chandelier suivant, en l'occurrence. Donc, dès le chandelier, alors non pas suivant, parce qu'effectivement, c'est autant pour moi, c'est le petit doji, mais qui aurait été touché à l'ouverture le lendemain sur le chandelier de 8 heures, celle du 13 juillet. Alors méfiance, parce que là, effectivement, en plus, on voit qu'on passe du 10 au 13 juillet, sous-entendu, le 11 et le 12, c'était un week-end. Là, je dirais que ça dépend du degré de spéculation de l'opérateur ou de son caractère conservateur, parce que moi, typiquement, je déconseille d'être ouvert le vendredi soir. Extrapolons un peu la chose pour garder cet exemple et ne pas forcément rechercher un nouveau bon exemple pour avoir un peu de place pour trouver un mauvais exemple et un exemple intermédiaire un peu moyen. Imaginons qu'on était simplement passé du 10 juillet au 11 au niveau de l'ouverture, ou même carrément, imaginons qu'on serait resté sur la même séance. Bon, pour évacuer le laïus qui veut que, normalement, le week-end, de mon point de vue, on n'est pas ouvert sur le marché. Mais vraiment pour garder cet exemple-là, puisqu'on peut s'amuser à en trouver plein, on trouvera plein. Ben, effectivement, excellent signal, validé, très bien. On est content. On a mélangé du chartisme, de la zone d'accumulation du prix, de la moyenne mobile et du retracement de Fibo. Maintenant, cherchons un mauvais exemple. Et bien alors là, mauvais exemple, il va être très vite trouvé. Il va être excessivement vite trouvé. Alors oui, juste avant cela, qu'en est-il du stop loss? Ben là, je ferai le même commentaire que pour les précédentes vidéos de formation, en particulier la précédente. Tout dépend de mon risk reward. Je peux très bien avoir fixé ici un risk reward de 1, donc en visant, en l'occurrence, on savait d'entrée de jeu que notre take profit serait de 85 points, en ayant un stop loss de 85 points, il aurait été respecté. Est-ce que je vise un objectif encore plus lointain, c'est-à-dire par exemple au-delà des 500, pourquoi je n'aurais pas visé les 646? Dans le cas présent, ça aurait été un magnifique signal qui m'aurait rapporté à peu près 250 points et donc j'aurais pu avoir un stop loss de 250 points. Bon là, je dirais que ça dépend de notre horizon d'investissement, de nos attentes. Est-ce qu'on est confronté comme ici à un week-end? Qu'en est-il au niveau du risk reward? Cherchons-nous à avoir quelque chose de 2 pour 1, dans quel cas 85 points de take profit et allez, 42,5, on va en dire ça à 40 pour le stop loss, voilà. Là, c'est le même commentaire parce qu'il y a plusieurs manières. Est-ce que j'ai un stop loss technique par rapport au niveau que j'ai indiqué en dessous en guise de support, parce que j'étais haussier, ou est-ce que j'ai un stop loss beaucoup plus figé par rapport à mon risk reward? Bon, voilà pour le bon exemple qui dit la stratégie marche, c'est génial. Maintenant, histoire de calmer nos ardeurs, on va tout de suite prendre un mauvais exemple. J'ai un doji à 8 heures le 16 juillet. Le 16 juillet, en plus ça tombe bien, c'était jeudi dernier, il y a 8 jours. Bon, petit doji, mais qui malgré tout, au niveau de l'ombre supérieure, se rapproche un peu du test de la résistance, qui à ce moment-là était une résistance des 11 646. Bon, intéressant. Suivi, en H1 toujours, d'un chandelier qui explose la résistance, mais c'est encore prématuré, parce que de mon point de vue, on a la moitié du chandelier en dessous et la moitié du chandelier au-dessus. Bon, c'est un peu mauvais. Chandelier suivant, tac, intéressant, intégralement, tant au niveau du corps que des ombres, intégralement, le chandelier se retrouve au-dessus de la résistance. Là, je considère qu'il est cassé, que ma résistance est cassée. Donc, je me dis, bah, je serais rentré à la hausse
avec le soutien de ma moyenne mobile exponentielle, avec le soutien de ces deux chandeliers qui au niveau du corps sont assez imposants. Alors certes, il y a une ombre supérieure et inférieure dans les deux cas, mais elles sont assez minimes par rapport à la taille des corps. Bon, très bien. Je serai donc rentré globalement sur le début, l'ouverture à 11 heures du matin du 16 juillet sur la cotation de 11 710, 709, 710. J'aurais très certainement visé, alors, de deux choses l'une, soit le niveau psychologique le plus proche à 700 et ça aurait marché effectivement, mais bon, le problème c'est que je serais rentré à 710, c'est vrai que là dans ce cas-là ça aurait marché. Mais si je veux illustrer un mauvais exemple, disons qu'on aurait visé plutôt par exemple les 800, voire même pourquoi pas les 12 000. Je n'ai pas tracé ce niveau jusqu'à présent parce que je n'avais pas zoomé encore sur cette zone-là, puisque la zone qui est la nôtre aujourd'hui, elle est largement inférieure. Voilà. Donc si j'avais visé les 700 ou les 800, bon, certes, ça aurait pas trop mal marché. Mais pour renforcer l'idée d'un mauvais exemple, imaginons, tac, que l'on vise les 12 000 ou les 11 900. Ben là, j'aurais beau eu, je m'en rapprochais, en plus j'aurais pris un gap d'ouverture assez violent, donc c'est du risque supplémentaire. L'essentiel du temps, que ce soit pour les 11 800 ou les 11 900, quand on voit un peu ce qui se passe au niveau des chandeliers, j'aurais été en moins-value latente, psychologiquement ça peut faire mal. J'aurais très certainement mangé mon stop loss qui, tant au niveau du risque-reward de 1 pour 1, de 2 pour 1, ou d'un stop loss technique à 11 846, ben dans les trois cas, j'aurais mangé mon stop loss. Mauvais exemple, l'âme. Alors, il peut y avoir une sortie aussi au niveau du stop loss, pour reprendre un peu le contenu des précédentes vidéos, qui se ferait à l'occasion de la rupture baissière, du changement d'orientation de la moyenne mobile exponentielle. Pourquoi pas? Alors déjà, on aurait eu un test à 11 heures. Dans tous les cas, quelle que soit la manière dont j'aurais pu placer le stop loss ici, ça aurait été perdant. Mauvais signal. Bon, on a perdu ici à peu près ce qu'on aurait gagné initialement. Alors, en considérant qu'on aurait pris que ces deux signaux-là. Et maintenant, on va prendre un signal intermédiaire, quelque chose qui n'est pas vilain. Ou alors plutôt, c'est vrai que le premier n'a rapporté entre guillemets que 85 points. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup plus impressionnant en termes de gains. Donc on va estimer que le premier signal était intermédiaire, moyen, et on va s'orienter vers un signal juste exceptionnel avec cette stratégie un peu de price action. Bon, alors, globalement, allez, on va dire que bon, ça commence bien avant au niveau de l'orientation baissière de la moyenne mobile exponentielle, mais essentiellement ici, nouveau croisement du 4 juin jusqu'au 10 juin, orientation baissière, le 10 juin, hop, croisement haussier, je change d'orientation, essentiellement avec le chandelier largement supérieur à midi. Midi, cotation 11 100 points globalement, j'ai un super chandelier. J'ai un super chandelier qui effectivement me permet de m'éloigner de la moyenne mobile exponentielle. Mais on va avoir un petit vice, ce qu'on appelle du trading discrétionnaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas être trop sectaire en attendant systématiquement que la moyenne mobile se retourne. Je rappelle que la moyenne mobile, pour moi, ici, c'est l'élément quand même le moins important. On est dans le contexte toujours de cette forte baisse initiale, primaire, je dirais. Je me retrouve quand même sur une cotation basse à un moment de 10 860. Hop, petit trading orange, légèrement d'orientation haussière. Mais enfin, malgré tout, quand même, à un moment, je suis très proche de 11 000 points. Énorme résistance psychologique. Et quand bien même, sur le chandelier précédent, le doji que j'indique ici à 8 heures du matin, le 10 juin, j'ai beau avoir un doji, l'ombre supérieure commence à tester un peu mon 11 000 et je vois que ma moyenne mobile exponentielle est très proche de moi. Donc déjà, on peut commencer à se dire que si on casse les 11 000 points, il va y avoir un retournement haussier, ce qui est logique. C'est-à-dire qu'on peut déjà anticiper le fait que si on casse les 11 000 points au niveau du prix, il est plus qu'évident que la moyenne mobile exponentielle ne va pas rester en orientation baissière avec la proximité qu'il y a. Bon, donc là, on rentre dans une logique discrétionnaire, c'est-à-dire qu'on se laisse un peu de souplesse pour pas être trop sectaire. C'est-à-dire que là, j'anticipe un peu le comportement de ma moyenne mobile exponentielle, mais enfin, dans des proportions très modérées. Mon 11 000 est cassé, de manière un peu bâtarde comme tout à l'heure, à l'occasion d'un chandelier dont l'ombre supérieure est globalement égale à l'ombre inférieure et pour lequel chaque ombre est égale globalement au corps. Pas intéressant, en plus c'est vrai qu'on casse avec celui de 9h, chandelier 9h le 10 juin, le 11 000, mais enfin on n'est pas très bien au-dessus. Chandelier suivant, pas très intéressant, une sorte de doji avec une énorme orientation baissière. Là c'est vraiment le mauvais signal, là ça nous dit ne rentre pas, non seulement je te montre que le marché est hésitant à continuer sa hausse, mais en plus je te le montre avec une énorme ombre inférieure qui te dit bien que là, attention, on est reparti en dessous des 11 000 points. Alors on n'est pas allé jusqu'au 38.2, c'est-à-dire qu'on s'est arrêté à 10 975 globalement, donc justement entre le 11 000 psychologique et le 38.2, 10 950. Mais suivant, ram, énorme chandelier, gros corps, ombre supérieure pas négligeable quand même, mais enfin un corps très imposant. Il est totalement exclu ici clairement de parler de Maruboujou, mais enfin le signal est fort. Et c'est justement ici que se fait la rupture de mon 11 000, la rupture de la moyenne mobile exponentielle
que j'ai cherché à anticiper et au final tout va se jouer ici. Mais j'aurais, comme tout bon chartiste, attendu le chandelier suivant pour pouvoir juger de l'état de mon chandelier en cours, puisque j'attends toujours la clôture. Donc globalement, je serais rentré à l'ouverture du chandelier de midi sur la cotation de 11 085. Intéressant. Si j'avais visé typiquement la résistance la plus proche, à 11 340, bah, là ça commence à être sympa. On va arrondir mon point d'entrée, pour raison simple, à 11 100. J'aurais pu faire 240 points directs. Mon stop loss en risk reward de 1 n'aurait pas été touché. Mon stop loss en risk reward de 2 n'aurait pas été touché. Mon stop loss en risk reward de 10, même si on veut jouer, mais là c'est évidemment un commentaire a posteriori, donc qui n'a aucune valeur, eh bien n'aurait pas été touché. Mon stop loss au niveau de la moyenne mobile n'aurait pas été touché. Mon stop loss au niveau de l'objectif inférieur de 11 000, il n'aurait pas été touché. Voilà. Quel que soit le stop loss, grâce à cette énorme ligne droite, on aurait encaissé 250 points. Ça, c'est mon signal du jour, mon signal de la stratégie, excellent. Le premier, je le considère à hauteur de 80-85 points, intermédiaire, sympathique, mais sans plus. Le deuxième était un faux signal, le troisième est un signal exceptionnel ici. Voilà. Correspondance avec la moyenne mobile, orientation haussière, rupture de ce qui est désormais un support, en plus très fort, les 11 000 points psychologiquement. Idéalement, on va quand même faire correspondre tout ça avec un calendrier économique. On en a peu parlé du calendrier économique, même pas du tout. Idéalement, alors si j'en parle pas, c'est parce que pour moi, c'est commun à toutes les stratégies. C'est comme lutter contre le calendrier économique, pour moi, ça revient à lutter contre la gravité. Vous pouvez essayer, vous allez avoir du mal. Donc tout ça, il convient quand même de le juxtaposer avec les informations du jour qui sont diffusées. Est-ce qu'on n'aurait pas un PMI manufacturier américain? Est-ce qu'on n'aurait pas le PIB du deuxième trimestre pour la Chine? Est-ce qu'on n'aurait pas le chiffre du chômage en Espagne? Voilà, à surveiller de près quand même, à mettre en correspondance. Mais pour moi, le calendrier, pour faire un peu écho à l'analyse du matin, c'est la bulle dans laquelle n'importe quelle stratégie évolue. Voilà. Voilà. Un exemple moyen, pas top, un mauvais exemple et un bon exemple pour illustrer le fait qu'il n'y a pas d'absolu, mais il y a quand même des potentiels assez sympathiques avec ce type de stratégie, avec ce type d'éléments qui visuellement laisse penser que le graphique est très épuré et qu'on fait globalement que du chartisme et du price action, enfin des ruptures de zone d'accumulation du prix, mais qui dans les faits peut s'avérer très très fin, parce que tout dépend de notre degré, tout dépend de notre qualité de chartiste. Est-ce que je vais aller à un degré profond d'analyse de vague d'Elliott en H1? Est-ce que je me contente juste de reconnaître? Est-ce que je suis capable juste d'analyser un doji, ou au contraire, est-ce que je connais globalement les 20 plus grandes, je dirais, représentations d'un seul et même chandelier? Voilà. Là, je fais écho aux autres vidéos de formation. Voilà, globalement pour cette vidéo de formation assez longue, complète, je pense, pour présenter dans les grandes lignes cette stratégie. Je vous donne rendez-vous naturellement dans les autres vidéos de formation et évidemment dans celles qui ont déjà été diffusées. Je vous remercie pour votre fidélité et pour votre présence. À bientôt.